Produit avec le soutien de la MDJS. Bienvenue sur Radio Ma'arif pour un nouvel épisode de votre podcast Icône. Icône, vous le savez, ce sont deux passionnés qui nous rejoignent pour parler d'une personnalité qu'ils ont envie, à laquelle ils ont envie de rendre hommage, une personnalité, un personnage marocain. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Rim Khalidi. Bonjour Rim, fondatrice de Lumnes, le magazine digital, mais aussi productrice de concerts avec Encore et bien d'autres choses. Et je suis également avec le locataire principal de ce podcast, Reda Allali. Salut. Bonjour, comment allez-vous ? Super. L'un comme l'autre. Alors, on va démarrer donc ce podcast avec Rim. Qui as-tu choisi comme icône ? Moi, j'ai choisi de vous parler de Abdelkebir Khatebi, donc qui est un écrivain marocain méconnu que moi-même j'ai découvert. Que moi-même je connais pas. Que je connais pas. Ça fait un peu bizarre, ça fait un peu prétentieux. Que moi-même, du haut de mon Lumnes magazine, j'ai découvert en 2019 au Salon du Livre. Souvent, les petites conférences donc qui sont programmées au Salon du Livre sont incroyables et on se retrouve parfois au détour d'une salle dans une conversation passionnante. Et là, c'était le cas donc au Salon du Livre de 2019, où on a rendu hommage à Abdelkebir Khatebi pour justement alerter sur le fait qu'il fallait rééditer, etc., ces livres qui sont donc d'un apport incroyable et qui sont encore une fois méconnus. Tu dis méconnu, c'est vraiment le mot, parce que moi aussi, quand j'ai entendu ce nom, j'ai dû aller le googler. Je pense que Reda aussi, Yek. Tu n'en as jamais entendu parler. Je passe beaucoup de temps à chercher des livres et quand j'ai vu les titres, et quand j'ai vu les titres, c'est voilà, ça auteur prolifique et intéressant a priori. Clairement. Donc c'est un natif donc de Jdida, comme il faut voir ce qui se passe à Jdida. Il y a quelque chose, mais en tout cas ça donne naissance à des grands écrivains. Je passais ma jeunesse à Jdida. Voilà, je mets pas au niveau de Shraibi. Pour vous dire que je peux vous parler. Tu as bu de l'eau, je t'ai dit, c'est ça qu'il veut te dire en fait. Sa plume aussi, elle a. Non, je parle pas de ma plume, je parle de mon enfance. C'est une super ville, j'adore cette ville. Ouais, c'est une ville magique à plein d'égards et justement, il s'en est beaucoup inspiré dans ses premiers livres. Il y a quelque chose de très lié à la mer au départ, au commencement. Je pense qu'il y a une mélancolie de la mer qu'on retrouve dans la. C'est le côté portugais. C'est le côté portugais. Ouais, 250 ans de présence portugaise. Ouais. La mélancolie portugaise. La saudade. C'est ça. Exactement. Et donc, c'est un écrivain qui est grand par son œuvre, mais aussi par les idées qui étaient révolutionnaires à son époque, parce qu'il a justement été au bout dans une forme de radicalité sur qu'est-ce que l'identité du colonisé, etc. Donc, l'un de ses premiers livres, Mémoire tatouée, qui revient justement sur ces idées-là, sur l'identité, sur la décolonisation de la pensée, etc. Il était contemporain de Roland Barthes, avec lequel donc il conversait, etc., pour échanger sur justement ces idées-là. Toute son œuvre a été traduite donc en plusieurs langues. J'allais poser la question, il écrivait en français ? Il écrivait il a démarré par une petite phase donc où il a écrit des poèmes en arabe, mais très vite sa langue d'écriture a été le français. Et justement, il était réconcilié avec ça parce qu'il est bien entendu, c'était son sujet de prédilection, l'identité, etc. Donc il s'est posé ces questions. Il aimait finalement ce que j'aime bien dans ce qu'il dit. J'ai pas tout lu, mais j'espère. Tu es en train de rattraper le temps perdu. Inch'Allah. J'aime l'idée en fait qu'il défend selon laquelle on est l'autre de l'histoire quand on vient du tiers-monde, des pays dits du Sud, etc. Quand on est l'autre de l'histoire, finalement on a une approche beaucoup plus apaisée à l'universalisme. On est moins dans une forme d'injonction et d'imposition de notre culture dominante. Et j'aime bien cette idée dans l'absolu. C'est un truc qui me parle de quand on est l'autre de l'histoire, quand on est le perdant de l'histoire quelque part, comment on appréhende le monde, comment on voit les choses, etc. Donc j'aime beaucoup cet écrivain pour ça. Je les sourcils, mais je sais pas si c'est parce que ça le fait réfléchir ou là parce que tu... Je comprends très bien cette idée. C'est quelque chose qu'on peut très vite ressentir, le fait d'avoir besoin de faire plus d'efforts que de maîtriser un peu les codes du dominant, des codes du dominant et de se rendre compte que le dominant ne connaît rien du dominé. Enfin, c'est quelque chose que je connais très bien, qui résonne, quoi. C'est pas le fier-monde, voilà. Le fier-monde. Le fier-monde, exactement. Et dernière chose, mais
mais sur laquelle j'irai pas trop en détail parce que vraiment c'est de la philosophie, on est vraiment sur du haut niveau. Et il parle justement du fait de la réconciliation. La phrase qui passe une fois sur deux sur les pubs marocaines, c'est entre tradition et modernité. L'idée de c'est interdit dans ce podcast. On n'a pas le droit de dire ça. C'est la phrase vraiment. C'est la phrase vraiment. Il y a celle-là et tu as les racines dans l'Afrique et les arbres et tout ça. Des trucs qu'on supporte plus et qu'on entend une fois sur deux sur une pub d'un truc immobilier ou la chihaja. Et justement, lui, il dit que c'est pas conciliable, qu'on est complètement l'un ou l'autre et que finalement, c'est une illusion de vouloir homogénéiser ces choses, réconcilier ces choses. Et finalement, c'est une illusion qui nous est vendue quelque part par l'Occident et que lui est parfaitement conscient de l'aspect irréconciliable des deux choses et que finalement, c'est ce qui permet d'être complètement l'autre et d'être finalement et de pouvoir discuter avec l'autre finalement quand on est complètement. Je prends l'adjectif philosophique maintenant. C'est vrai que c'est vrai que ça pousse à quelque chose qu'on ressent, mais on peut le conceptualiser. Ça a l'air très abscon, mais en fait, c'est un peu aussi le thème de Passé simple de Chalabi, qui aussi de Jdida, qui est aussi dans cette logique où il se pose la question. Enfin, le héros, je pense, s'appelle Driss. Oui, je pense qu'il s'appelle Driss, dont le père, le seigneur, reproche l'occidentalisation et le fait qu'effectivement un choix devrait être fait et on peut pas et que les deux options semblent inconciliables. Après, est-ce qu'elles sont inconciliables ou pas Enfin, c'est compliqué, mais on va pas régler ça tout de suite. Mais c'est une thématique qui est vraiment au cœur de cette littérature du milieu du XXe siècle où c'est le choc. C'est le choc. Il faut comprendre que le Maroc, les Marocains, je parle pas de l'élite, je parle des Marocains, ont vécu la colonisation, la présence française avec ses écoles, ses théories, sa technologie, etc., comme quelque chose de très brutal. Cette irruption dans un quotidien qui avait très peu changé depuis très longtemps. En fait, il y avait un côté un peu fermé au Maroc jusqu'au début du XXe siècle. À part les côtes qui ont beaucoup évolué dans les deux sens, avec beaucoup de Portugais et d'Espagnols qui viennent et qui repartent, beaucoup de guerres, mais l'intérieur des terres est resté quasiment vierge et vraiment préservé comme ça et ça a donné c'est arrivé d'un coup cette invasion. Ça a donné des vrais chocs quoi. Et juste avant qu'on se mette à enregistrer, justement, on discutait un petit peu à enregistrer le podcast, on discutait un petit peu avant et tu disais qu'il était très difficile de trouver des copies en fait de cet écrivain et souvent en faisant ce podcast, on se rend compte qu'il y a des icônes qui sont encore présentes aujourd'hui mais qu'il y en a qui sont un petit peu oubliées. Est-ce que pendant cette table ronde, il a été question des raisons pour lesquelles cet auteur qui apparemment, moi je dis apparemment parce que je l'ai pas encore lu, serait prolifique, important et adoubé, disparaît comme ça au bout de quelques années? Est-ce qu'il y a une explication? Une explication unique et simple, je ne sais pas, mais en tout cas, malheureusement, on connaît la réalité aujourd'hui du livre et de l'édition en général au Maroc. Et il faut des éditeurs qui sont un peu courageux. Et je sais qu'il y en a, parce que déjà être éditeur au Maroc, le simple fait d'avoir une maison d'édition au Maroc aujourd'hui traduit d'un courage et d'une forme de résistance. Donc il faut justement la table ronde. Il y avait beaucoup de gens qui étaient à la fois amis de Khatebi et des collègues, etc., dans sa phase de recherche, etc., qui défendaient justement l'idée de rééditer son œuvre, d'en parler, de la refaire connaître. Elle est étudiée partout dans le monde. Malheureusement, c'est souvent ailleurs qu'on a de l'écho, mais donc il faut multiplier ce genre de... en gros, il faut qu'il y ait une envie, en fait, un peu comme on en avait discuté de Ahmed Bouanani aussi, qui a été un petit peu remis... Je connais pas trop le monde de l'édition, mais bien sûr, s'il y a... Mais Ahmed Bouanani, c'est pareil, il a pratiquement disparu avant qu'on ne décide de remettre son nom... J'ai l'impression qu'il y a une demande, quoi. En tout cas, moi, je suis demandeur de produits comme ça, donc je sais pas si... J'aime pas l'idée que, quand on dit les Marocains ne lisent pas, ça ne se vend pas, je crois pas. Je n'ai jamais pensé à ça. J'ai toujours pensé que les phrases qui commencent par les Marocains sont en général fausses. Parce que quand un Marocain dit les Marocains, c'est tous les Marocains sauf lui, qui est Marocain. Mais par raisonnement mathématique, s'il y a beaucoup de gens qui le disent, ça devient un peu faux. Mais donc je me méfie de ça. Je pense qu'il faut sûrement faire un travail de promo ou de faire savoir que ça existe, mais ça devrait pas être insurmontable. C'est juste vraiment un avis de novice. Écoute, on prend. En tout cas, merci Erim pour cette icône littéraire, Khatebi. On va faire une petite pause et on passe à la deuxième icône. On passe à notre deuxième icône et là, c'est Reda qui va passer au micro. Je vais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Hassan Hansal. Est-ce que vous connaissez Hassan Hansal? Oui. Hassan Hansal, né en 1972. Alors déjà, sa naissance est un mystère. On est dans les années 70. C'est un nomade de la région de Zagora.
Tata, donc ceux qui connaissent Bougafer, qui suivent nos podcasts Histoire, savent qu'on a affaire à des gens qui, lorsqu'ils sont déterminés, sont très difficiles à faire plier. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Hassan. C'est toute sa carrière est une démonstration de volonté et de force mentale. Donc je dis il est né en 72, mais juste pour information, il raconte qu'il était en retard dans sa croissance, et quand il est allé voir le médecin, son papa l'a emmené voir le médecin, ils se sont rendu compte qu'il avait une date de naissance qui collait pas du tout avec son âge réel. Donc c'était des nomades qu'il avait inscrits trop tard ou trop tôt voilà, exactement. Bien flou. Donc un bonhomme qui vit sous la tente, qui vit dans la région de Zagola, Shgaga, etc., et qui a des super qualités physiques. Il essaie de faire de l'athlétisme, il passe à la fédération, mais ça ne marche pas, et donc il s'apprête à vivre son destin de nomade quand il croise le marathon des sables, qui est le sujet de ce, puisqu'il va s'illustrer dans le marathon des sables, et il voit ces gars-là passer comme ça, suréquipés, en train de traverser le désert en souffrant, avec des couleurs incroyables, un sac à dos. Il adore ça, il adore voir ça, et il fait quelque chose d'assez incroyable, c'est que il prend le départ avec eux à une étape. Voilà, il est inscrit à rien du tout, et il démarre. Alors c'est marrant, le petit Marocain qui court avec pas enfant, mais voilà, mais vers 18 ans, 17-18 ans. 17-18 ans, donc c'est un vrai athlète, il part comme ça, alors c'est marrant, le petit Marocain qui court avec les pros et tout, et bim, il arrive premier à l'étape, et là, parce qu'il voit les caméras, donc il s'arrête, et il laisse passer le vrai premier, il rentre deuxième. Alors là, Patrick Boer, le directeur de la course, lui dit, écoute, tu peux pas comme ça courir à côté des pros, parce que tu es pas couvert, il y a pas d'assurance, ça va pas, en fait, tu es dans les images. Tu vas passer à la télé. Il y a Eurosport qui se demande ce que tu fais là, donc il trouve un sponsor, il fait la course l'année d'après, et il met en fait quelques années, c'est en 91 qu'il prend, à 19 ans, donc il prend cette espèce de faux départ. En 92, il est deuxième pour sa première participation. En 93, pas de sponsor, il le fait pas. En 95, en 94, en 96, il est cinquième, et c'est en 97 qu'il va, c'est en 97 qu'il va gagner le marathon des sables, et il va enchaîner 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Donc on parle de 10 victoires au marathon des sables, et là il faut qu'on parle un peu de ce qu'est le marathon des sables, une course que je connais bien vu que j'ai travaillé un peu avec les gens qui l'organisaient. C'est une course, alors juste pour comprendre un peu le concept, c'est à peu près 250 km. Voilà, après 250 km en autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire avec ta bouffe sur le dos. C'est-à-dire que tu as sur le dos un sac à dos qui réglementairement entre 7 kilos minimum de tête, jusqu'à 15 kilos pour les plus angoissés, ceux qui ont peur d'avoir faim. Donc tu te promènes avec 15 kilos de nourriture sur le dos. Voilà, donc qui bien sûr va diminuer au fur et à mesure de la course, mais qui est censé couvrir tes besoins alimentaires de une semaine. Voilà, on parle de 8 étapes, je pense, de tête, qui sont des étapes, tu arrives le soir, on te donne de l'eau. Un bivouac. On te donne de l'eau chaque 10 km, une bouteille, encore une fois, de tête. Tout le reste, tu l'as sur le dos. Donc, fais ce que tu veux avec cette bouteille d'eau. Brosse-toi les dents, lave-toi, bois, enfin, taillez, fais ce que tu veux. Donc, c'est de la nourriture évidemment lyophilisée pour optimiser le poids. Et c'est une course magnifique dans le sens où tu sais, il y a quelque chose qui s'appelle the Wall of Pain. Les Anglais appellent ça the Wall of Pain, le mur de la douleur. Ouais, le seuil de la douleur. C'est quand tu frappes ta limite, que tu as mal. Est-ce que tu es capable de pousser le mur ou bien de reculer, de reculer ou t'arrêter. Et Hassan est très fort pour pousser ce mur. Voilà, on a tous ce mur-là, on le connaît tous. Il y a certains qui sont capables de le pousser dans choses différentes. Les athlètes sont vraiment en contact avec ce sentiment, et je veux parler aussi du marathon des sables parce que le marathon des sables se divise un peu entre deux catégories. Il y a les vrais athlètes comme Hassan, son frère Mohamed, d'autres athlètes qui viennent pour gagner, qui sont des athlètes de très très haut niveau, et il y a toute une cohorte parce qu'on parle quand même de 800. Oui, on parle quand même de 800 participants, des gens qui sont là pour autre chose. Alors il y a autant de raisons de faire le marathon des sables que de marathoniens des sables. Il y a des miraculés. Je me rappelle d'un rugbyman qui s'était cassé le cou, à qui on avait promis qu'il ne marcherait plus jamais, qui s'est remis et qui l'a fait. Donc c'est son défi. J'ai vu un aveugle le faire avec son ami qui le tenait par la main. Voilà. J'ai vu quelqu'un qui était victime d'une maladie grave, qui était jeune et qui allait perdre la vue, et qui le faisait parce qu'il y a énormément de jeunes qui se suicident quand ils sont victimes de cette maladie. Des anciens des anciens toxicomanes qui font ça pour prouver qu'ils sont décrochés, des cancéreux, beaucoup des anciens obèses, beaucoup de miraculés. Il y a un côté vraiment rédemption. Et tous ces gens-là, évidemment, veulent juste arriver. Donc il y a une course un peu à deux niveaux où les premiers arrivent. Ceux qui veulent vraiment battre un record. Et des cas comme ça, je peux vous en parler pendant des heures et des heures. Je me rappelle d'un serveur qui a fait le marathon avec. Il y a l'absurde aussi. Ouais, comme il y a beaucoup d'anglais, beaucoup d'absurdes. C'est magique. Comme il y a beaucoup d'anglais. J'ai vu quelqu'un qui passait toutes les lignes d'arrivée à reculons. Je peux vous en parler. J'ai vu quelqu'un qui a fait le tour de 250 km avec une pelle. D'accord, il y avait un symbole derrière. Je sais pas, c'était un anglais. J'ai essayé de comprendre. Il m'avait dit que cette pelle avait fait tous les continents. Il fallait qu'elle soit là. Enfin, c'est la pelle du désert. Joli.
Italie. Et il y a évidemment, et puis il y a des gens connus qui ont fait cette course, qui sont aussi à l'origine de ça. Beaucoup de stars de la télé anglaise, c'est pour ça que c'est populaire en Angleterre. Mais je peux vous parler de Luis Enrique, l'ancien footballeur qui a entraîné le Barça, qui était là-bas, que j'ai vu. Paul Le Guen, qui est aussi un ancien footballeur qui a entraîné, je pense, le Paris Saint-Germain. Jack Osborne, le fils de Ozzy Osbourne. Qui était là, il a abandonné aux grandes dames des caméras d'MTV qui étaient venues pour lui. Je me rappelle aussi, alors il faut faire attention parce que parfois ça triche. Alors je me rappelle très bien de deux stars de la télé-réalité. C'était avant les réseaux sociaux, hein, parce que je travaille plus là-bas. Enfin, je participe plus à la course depuis très longtemps. Mais il y avait des stars des réseaux sociaux japonaises, de femmes de télé-réalité, de télé-réalité, de télé-réalité japonaise, un peu mannequin, qui avaient triché. C'est-à-dire que la chaîne de télé qui les suivait les nourrissait discrètement parce qu'ils pouvaient ils pouvaient pas abandonner. Les images sont extraordinaires, voilà. Et cette course, Larsen l'a gagnée 10 fois. Alors je voudrais juste, donc on parle juste un petit mot sur la logistique. C'est une course qui est un exploit aussi logistique, vu qu'on parle de plus de 1000 personnes en plein désert et qui se posent, qui lèvent le camp et qui ne laissent aucun déchet. Alors ça, c'est un côté très important chez Larsen. Larsen est un écolo convaincu. Voilà, je l'ai vu très souvent en pleine course ramasser un plastique. C'est son combat, il adore le désert, il est révolté par, voilà. Et juste un petit mot aussi pour vous signaler que cette domination outrancière de Larsen sur ce n'était pas toujours du goût de l'organisation. Parce qu'il faut bien ils auraient voulu avoir de la diversité, peut-être même de l'occidentalité au niveau de la tête de la course, parce que ça permettait d'avoir peut-être plus de sponsors. Et donc il y avait un mythe dans la course qui était que Larsen Hansal gagnait parce que, je cite, il connaît le désert. Mais moi je l'ai vu gagner des courses de 20 km en ligne droite où tu vois l'arrivée du départ, où il te mettait 5 minutes à tout le monde. Il y avait toujours l'idée qu'on allait pouvoir casser ça parce que une domination écrasante n'est pas très bonne pour l'intérêt, pour l'image, et même le fait qu'il soit comme ça, le bonhomme imbattable, décourager les autres. Alors on a vu arriver un Jordanien, je me rappelle très bien. Alors parenthèse, si vous avez Netflix, il y a une série qui s'appelle Losers où on parle d'un concurrent italien qui s'est perdu et qui a échoué en Algérie. C'est une histoire là, elle a peut-être un peu romancée dans Netflix, mais cette histoire, les gens là-bas la connaissent. Oui, du Marathon des Sables. Oui, c'est un concurrent du Marathon des Sables. Incroyable. Mais il y a énormément de cas comme ça, de gens qui se perdent, on n'est pas loin jamais. Non, on a retrouvé tout le monde, mais parfois on les retrouve en Algérie. Parfois on les retrouve en Algérie et ça peut créer des problèmes administratifs. Voilà. Et c'est l'occasion aussi de voir la frontière, parce que cette frontière-là, c'est intéressant à voir. Donc la scène s'est un peu battue aussi contre le fait que les gens trouvaient qu'il fallait qu'il y ait d'autres gagnants. Ouais. Rim, tu connaissais un peu Non, pas du tout. Je connais, de nom forcément. De nom, mais je savais pas du tout qu'il était lié au sport. Donc d'accord. Donc je suis très mauvaise. Donc Icône parce que Icône sportive. Bon, il a gagné aussi des courses en Europe. J'allais te poser la question. Est-ce qu'il a brillé ailleurs que sur son terrain de prédilection ? C'est des endroits où il faut beaucoup de sponsors pour voyager. Il a gagné des courses de l'extrême de tête au Brésil. Je me rappelle qu'il m'a parlé d'une course au Brésil, en Europe. Mais c'est pas un métier, c'est pas un sport où il y a beaucoup d'argent. Lui, il organisait trekking vers Zagora. Je vous invite à aller le voir si vous avez envie de découvrir le désert. Et je viens de vous dire, de toute façon, en général, à découvrir le désert, parce que ce Marathon des Sables, ce que j'en tire, c'est l'expérience humaine, mais c'est aussi la connaissance de ce qu'est le désert marocain. Et c'est très, 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 très loin de ce qu'on imagine. Voilà, c'est très loin, c'est extrêmement varié. Vous passez des cailloux aux montagnes, des montagnes au sable, des sables aux lacs séchés, des lacs séchés aux crevasses. C'est à couper le souffle. Voilà, c'est à couper le souffle. Et les gens du Marathon des Sables, Patrick Bauer à leur tête, connaissent ce désert sur le bout des doigts, font passer les concurrents par des endroits qui sont à couper le souffle. Et pour terminer, si on peut parler d'icône, Larsen Hansal en est une. Il a été l'ambassadeur du désert marocain parce que c'est des images qui passent sur Eurosport tous les ans. Il a inspiré du monde, à commencer par son frère qui a pris le relais, qui a gagné énormément Alors son frère, lui, il est guide de montagne dans le Moyen Atlas, Mohamed. Il a inspiré d'autres personnes. Je peux vous parler de Touda Didi, qui est une coureuse, je pense, de la même région que Larsen, qui a gagné également la compétition. Voilà, c'est quelqu'un qui a énormément de fierté. Une année, je me rappelle, où il n'allait pas gagner, et il s'est arrêté. Et il est rentré dans le tente d'un nomade qui était sur le parcours et il a bu un verre de thé. Qu'il éliminait, vu qu'il n'a pas le droit de consommer autre chose. Voilà. Et il n'est pas rentré. Donc il a fait exprès, là. Oui, il a abandonné. Il a abandonné, sauf qu'au lieu d'appeler parce ils ont des hélicoptères. Il y a un hélicoptère, il y a des façons d'appeler le secours, etc. Au lieu de faire ça, Nefs, il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré au camp. Ils sont restés à le chercher très longtemps avant de découvrir qu'il avait passé l'après-midi avec des nomades. Voilà, parce qu'il n'avait en étant défait le déranger. C'est un type qui a un orgueil de malade. Et c'est très marrant le duo avec son frère. Son frère qui est
Hassan, il Fier. a beaucoup de noblesse, fier, etc. Le frère est beaucoup plus drôle. Le frère, tu peux être à côté de lui en 4x4, il galope parce qu'ils sont quand même à 12 km/h de moyenne sur 240 km. Ah ouais. C'est sportivement, on est dans le très haut niveau. Et quand tu lui demandes, et il va toujours plaisanter, tu vois. Et d'ailleurs, Il raconte d'ailleurs qu'il court en imaginant un chien. Ah, ça, c'est c'est trousse. Quand il joue dans d'autres pays, c'est le même type de difficulté ou c'est des non, des les courses terrains de l'extrême, ça peut être de la montagne, type, il y a une course Cordillère au Brésil des Andes, comme ce ça, genre de la choses. diagonale de, je sais pas, c'est la Réunion où il faut passer. En D'accord. général, ils se débrouillent pour mettre de la montagne et de la. D'accord, il y a de la souffrance. difficulté Mais naturelle. celle-là, elle est particulièrement dure, et c'est la course de la Seine, voilà. Bah, chouette, moi j'aime bien parce que tu nous as fait deux icônes en un en réalité. Là, on a l'icône humaine en la personne de Hassan Ahansal, que je connaissais aussi de nom, mais toutes ces anecdotes, j'en avais jamais entendu parler. Et une mais les icône anecdotes du Marathon des institutionnelle Sables, avec le Marathon des Sables. Le Marathon des Sables, c'est un monde extraordinaire. C'est vraiment dommage que. Il y a beaucoup de Marocains. Alors, quand je vous parlais des Marocains, les Marocains, il y a deux catégories. Il y a la tête de la course, avec les Touda Didi, Hassan, quelqu'un qui s'appelle Rachid Marabté, par exemple, qui est très fort aussi. Mais il y a également des Marocains dans la deuxième catégorie, des bons sportifs qui participent à la course pour la les beauté mêmes du geste, raisons. pour le Voilà, défi, souvent pour- pour une association, parce qu'il faut trouver une raison, en fait, d'avancer. Oui, Il faut bah, trouver ça, une je pense raison bien. d'avancer. C'est pas ça a l'air bête, ce que je suis en train de vous dire, Non, mais non, c'est pas ça- facile. moi, je C'est pas comprends. facile. Quand tu es, par exemple, Luis Enrique, que tu as joué au Barça et au Real, qui a fait des Coupes du Monde, et que Voilà. tu vas te chercher comme ça. Avec 15 kilos sur voilà, le dos, avec en 15 plein cagnard. En plein cagnard, à dormir quasiment par terre, parce que c'est des matelas très basiques. Gonflable. À cuisiner pour toi-même, avoir une seul. hygiène un peu foireuse. L'expérience de la vraie solitude, Ah. pour le coup. Ouais, non, mais aussi de la communauté, parce que les tentes sont très vivantes. C'est une expérience aussi très riche de faire le tour du bivouac, où tu as 40 ou 60 nationalités, où les gens sont regroupés. Tu as les quartiers plutôt marocains, tu as le quartier les caravanes à Italiens, l'ancienne, les machins, ouais. etc. C'est super, c'est super. Ça fait, et évidemment, beaucoup d'histoires. Moi, je me rappelle très bien de l'arrivée d'un Marocain qui était arrivé côte à côte avec un Coréen. Il y avait une tempête de sable et ils se sont retrouvés côte à côte, donc ils sont terminés ensemble et ils sont encouragés pendant 15 kilomètres. Et quand ils sont arrivés, ils cherchaient un traducteur pour essayer de communiquer. Oh, incroyable. Pour essayer de savoir Qu'est-ce qu'on se et raconte voilà, qu'est-ce que dit l'autre. Et ils étaient Après en- 15 km, Après 15 kilomètres. Nous sommes amis. En fait, quelqu'un يقول بعد مني. مالك تسمعني. Bon, bah super, merci beaucoup les amis en tout On cas a parlé pour. de la mélancolie de la mer et celle du C'est désert. exactement ça, double icône. L'écrivain Abdelkbir Khatibi avec un clin d'œil à Jdida et à ses sources d'inspiration, et aussi Hassan Ahansal avec un clin d'œil à Zagora et au désert marocain. Merci les amis. Merci à toi. Produit avec le soutien de la MDJS.